Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous on t'entend bien. Super. Nous également, tout à fait. Nous allons laisser quelques instants afin que chacun d'entre vous puisse avoir le temps de se connecter et de ne pas manquer le début. Vous êtes tous en train d'arriver, donc on va juste attendre une petite minute avant de démarrer afin que chacun d'entre vous puisse nous rejoindre. Bienvenue. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui abordera donc la protection contre les cyberattaques grâce à une solution efficace et adaptée aux PME suisses. Vous êtes en train d'arriver. Nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants. Donc, vous avez un onglet chat. N'hésitez pas à écrire vos questions, vos remarques, si vous souhaitez échanger entre vous ou avec nos experts qui pourront vous répondre à la fin de leurs interventions. Nous aurons le plaisir ce matin d'écouter et de partager l'expérience de Samuel Moulet et de Nicolas Cotte durant les 45 prochaines minutes. Samuel Moulet, directeur cybersécurité chez ERAPROACH. C'est un ancien CISO. Il fait partie du monde de la cybersécurité depuis plus de 15 ans. Nicolas Cotte, lui, est un ancien client, devenu désormais Global Expert au sein de Tetris. Il évolue depuis 12 ans dans la cybersécurité. Donc, nos intervenants cumulent à eux deux plus de 25 ans d'expérience. Et c'est pour bénéficier de leur expertise que je leur laisse la parole, afin de commencer officiellement ce webinaire sur la protection contre les cyberattaques grâce à une solution efficace et adaptée aux PME suisses. Bon webinaire à tous. Merci Mathilde. Bonjour à tous et puis merci de nous rejoindre donc, pour ce webinaire. Donc vous l'aurez compris, nous allons parler de méthodes et de solutions pour vous protéger contre les cyberattaques et les menaces actuelles. Donc pour commencer, je vais me présenter rapidement et puis ensuite nous entendrons Nicolas. Eh bien, je suis responsable des opérations chez Rapproach, une société suisse sur laquelle je vous donnerai plus d'informations plus tard. J'ai été anciennement CISO pendant une dizaine d'années. Ça fait donc une quinzaine d'années que je suis dans la cybersécurité. J'ai un background aussi dans l'informatique, donc je connais très bien les technologies de l'informatique. J'ai pu être ingénieur système, réseau et aussi architecte. Et donc, la gouvernance et la cybersécurité depuis déjà quelques temps maintenant. Nicolas, si tu veux nous donner d'autres informations. C'est un plaisir d'intervenir avec toi, hein, Samuel, aujourd'hui. Donc moi, je suis ancien RSSI industriel, SOC manager, avec auparavant des fonctions d'architecte, d'acheteur. Donc fort voilà, de cette douzaine d'années d'expérience autour de la cyber, du déploiement. J'ai eu l'occasion d'être le client zéro de Tetris dès 2010 sur la partie service, dès 2012 sur la partie produit. Et j'ai opéré sur un SOC IT/OT sans couture fin 2014 sur la base de l'EDR, du NTA, du Deceptive et du Ciel Tetris. Donc c'est avec grand plaisir et avec cette multitude de casquettes que j'interviens avec toi aujourd'hui, Samuel. Merci Nicolas, oui, et plaisir partagé. Maintenant, si vous voulez bien, je vous donne un petit peu d'informations sur AirApproach, donc société suisse, comme je vous le disais, qui vient du groupe ERA Group, et puis qui est une joint venture avec une société belge du nom d'Approach, qui est basée sur Bruxelles et un autre site. Et puis nos sites suisses, eux, se trouvent sur Genève, Neuchâtel et Lausanne. Nous avons donc complété nos forces depuis déjà quelques temps, et ces forces donnent lieu à environ une centaine d'experts en cybersécurité qui offrent du service sur la totalité des besoins que vous pourriez avoir en cybersécurité, qui sont donc du secure coding, développement avec les bons jalons et ce qu'il faut pour vous permettre d'avoir un code secure, et puis ensuite du GRC, où là on peut faire de l'audit, de l'accompagnement ISO 27000,
aussi peut-être du DPO as a service, de l'aide pour tout ce qui est protection des données, et puis du CISO as a service, ce genre de choses. Et enfin, le SOC, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui, où vous trouvez de la sensibilisation, du pentest, du CISR, donc de la réponse à incident, et puis du MDR, qui est le Managed Detection and Response, dont on va parler spécifiquement aujourd'hui. Je vous donnerai plus de détails dans la suite. Nous sommes aussi membres actifs de 2 initiatives en Suisse, qui sont la Trust Valley et le Cyber Peace Institute. Et je vous donnerai encore un peu plus de détails dans les slides à venir dans la présentation. Nicolas, si tu veux nous donner de l'information sur Tetris. Ouais, donc Tetris est un éditeur français, européen maintenant, puisque un peu plus de 12 ans après la création, nous avons des bureaux en France, en Espagne, en Allemagne, et on est en train de préparer l'extension sur le Canada et l'Asie pour cette fin d'année. Donc aujourd'hui, on est plus de 230 collaborateurs, animés par la volonté de créer une plateforme de cybersécurité. Donc on parle d'XDR, on parlait XDR chez Tetris dès 2012, avant que Gartner, avant que les analystes et le marketing s'emparent de ce sujet-là, avec comme leitmotiv et comme premier retour d'expérience, c'est que la neutralisation des menaces est une réalité au sein de Tetris et de la plateforme Tetris depuis début 2015. Et nous avons comme leitmotiv de placer l'éthique, le traitement des données comme l'une de nos valeurs les plus importantes dans la manière de concevoir, d'opérer et d'interagir avec nos clients. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment dans les prochaines minutes. Retenez aujourd'hui Tetris, éditeur d'une plateforme XDR, avec principalement de l'EDR, de l'EPP, du MTD pour les mobiles, mais également du SIEM, des sons de réseau, du Deceptive et un SOAR qui est intégré. Bien. Justement, alors, si vous voulez bien, on va parcourir un petit peu la menace, le paysage des cybermenaces qu'on peut voir actuellement. Donc, dans un premier temps, une vue générale. Donc, on peut vous dire aujourd'hui que 60%, plus de 60% des attaques sont liées à des logiciels, ne sont pas liés à des logiciels malveillants. C'est-à-dire, actuellement, un attaquant pourrait utiliser des logiciels présents dans votre parc informatique, sur vos PC, vos serveurs, et tout simplement utiliser des failles. Sous-entendu, on peut imaginer que ce soit vos logiciels Microsoft Office, Adobe Flash, Adobe Reader, tout ce genre de logiciels sur lesquels il peut y avoir potentiellement des failles, et donc ils ne seraient pas comblés, et l'attaquant peut utiliser ces failles. Et dans ce contexte-là, vous trouvez les Zero Day. Les Zero Day, ce sont des exploitations de failles justement non connues encore, ou en tout cas non dévoilées, et qui viennent tout simplement dans votre parc, qui permettent aux attaquants de s'introduire dans votre parc informatique sans qu'aucun logiciel de protection ne puisse les détecter. Nous apporterons une solution à cette problématique, on y reviendra plus tard bien sûr, mais voilà, il faut prendre cet élément en considération puisque c'est un élément fort que vous verrez plus tard qu'il faut combler. Ensuite aussi, 2 logiciels malveillants sur 3 restent indétectés par vos anti-malware traditionnels. Traditionnels, il faut entendre ceux qui seraient peut-être des anti-malware basiques ou en tout cas qui viennent du monde de l'antivirus. Là aussi, je vous donnerai un peu plus d'informations sur ce point, la différence entre l'antivirus et l'anti-malware traditionnel et ce que l'on vous propose aujourd'hui et qui donc vous amène une protection supplémentaire. Ensuite, la situation géopolitique, je pense que vous le savez tous, la situation géopolitique actuelle n'est pas très stable et amène à des cyberattaques supplémentaires puisque les attaquants souhaitent tout simplement aller un peu plus loin, mener des attaques sur des... On peut entendre beaucoup d'étatiques autour de ces attaques, mais aussi les personnes qui sont les attaquants viennent de gouvernements ou de pays qui sont sous ces problématiques géopolitiques actuellement. Si l'on regarde maintenant un petit peu plus précisément en Suisse,
Eh bien, vous pouvez le voir sur ce slide, eh bien, que le Centre national de cybersécurité édite en fait des rapports sur le nombre d'événements qui leur sont rapportés. Donc ces chiffres sont indicatifs. Il faut le prendre de ce biais-là. Pourquoi? Puisqu'en fait, chacun est libre d'annoncer cet événement, mais vous pouvez quand même y trouver une tendance. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est justement, on peut voir qu'entre 2021 et 2022, il y a eu plus de 2,5 fois d'annonces de cyberattaques. Donc là, vous avez un ensemble des cyberattaques, hein, toutes confondues. Elles ne sont pas catégorisées. Vous pouvez sur le site justement du NCSC trouver le détail. Là, l'important aujourd'hui est de voir cette tendance à l'évolution. On aurait pu aussi vous exposer la même tendance entre 2020 et 2021, c'est-à-dire un doublement des attaques. Donc on est sur cette tendance à l'évolution et il faut donc le noter. On est là justement pour discuter de se protéger de ces cyberattaques. Allons un petit peu plus dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'on a pu vivre comme attaque? Une très proche de nous, qui est très récente, un hébergeur intégrateur informatique sur Genève, ça date de quelques semaines. Eh bien, on peut mettre en avant, ce qui est important de relever dans ce type d'attaque, c'est que c'est un partenaire qui héberge et qui intègre des services dans des entreprises qui a été attaqué et qui met à mal, si on veut bien, la protection de ses clients sur le fait que eh bien, les informations contenues dans les fichiers dérobés eh bien, permettraient, je dis bien permettraient, hein, tout ceci est à évaluer, d'accéder ou en tout cas quelque part d'affaiblir la protection des clients. Donc là, ce que je veux relever, c'est que ce n'est pas un problème de protection des clients, mais bien du partenaire qui a donné lieu, qu'il faut relever et sur lequel il faudrait peut-être retenir son attention. Autre point, des cabinets médicaux sur Neuchâtel. Là, vous l'avez peut-être aussi entendu dans la presse. Vous voyez qu'il y a des hyperliens sur certains des sujets. Vous recevrez la présentation et vous pourrez cliquer sur ces liens qui vous amènent aux articles qui en parlent. Et puis donc, ces cabinets médicaux ont été tout simplement, on leur a dérobé des informations très sensibles, puisqu'on parle de choses très intimes des clients en question. Et puis, ces informations ne doivent pas se retrouver sur le Darknet, et pourtant, elles l'ont été. Et là encore, on vous amènera une solution pour éviter que ce genre de choses se produisent. Comparis, là aussi, je viendrai aussi sur le CICR, un événement qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Le CICR a été assez transparent d'ailleurs dans la manière dont ils ont géré la situation. Là aussi, problématique avec un partenaire qui hébergeait le service, mais la protection n'était visiblement pas adéquate et aurait pu être améliorée. Donc vous voyez tout cet ensemble de protection qu'il faut faire évoluer pour tout simplement éviter ces événements et faire en sorte d'être protégé face à la menace actuelle. Autre point important à prendre en considération, les attaquants le savent et c'est pour ça qu'ils se multiplient, c'est que pour eux, le risque est faible. Un attaquant actuellement va facilement, si je puis dire, mener une attaque, c'est-à-dire exploiter des vulnérabilités, des failles présentes sur les systèmes, va ensuite avoir peu de risques puisqu'il ne sera que difficilement trouvable, voire sera protégé. Je vais y revenir juste après avec un peu plus de détails et avec des gains importants. Justement, si on prend le cas Evil Corp, qui est donc Maxime Yacoubet, en tout cas qui est supposé être le dirigeant, eh bien, cette organisation, puisqu'il y a une organisation derrière lui, est soutenue par le FSB, donc en Russie, et protégée par le FSB. On peut voir justement sur des articles de presse et celui qui est justement sur la partie gauche du slide, eh bien, que les États-Unis ont même mis à prix le fait de pouvoir capturer, si on veut bien, cette personne, eh bien, à 5 millions de dollars. Et pour autant, à l'heure actuelle, cette personne reste en toute impunité en Russie sans aucun problème. Et
Ce qu'il faut relever, je vous l'ai dit, c'est le risque pour ces attaquants qui est extrêmement faible et qui présente donc un risque pour vous, puisqu'ils se multiplient et mènent des actions assez librement, sans pour autant craindre d'être arrêtés ou d'être inquiétés par les forces de l'ordre. Si l'on regarde un peu en détail aussi maintenant une attaque, la manière dont se passe dans le temps une attaque. Imaginons donc le scénario d'un phishing. Eh bien, l'un de vos collaborateurs reçoit un mail malicieux avec un lien ou un fichier malicieux, justement. Disons qu'il clique sur le lien ou qu'il ouvre le fichier. Ceci permet d'ouvrir une porte à l'attaquant depuis l'externe, donc lui donne un accès à la machine. L'attaquant va très vite prendre la main sur la machine et va créer ce qu'on appelle une persistance, va faire en sorte que son code et que son accès à distance reste actif, même si après qu'on ait éteint et rallumé la machine, le PC infecté. Ça, c'est son premier objectif. Tout ça se passe très vite. On peut parler de secondes, d'heures maximum. Ensuite, l'attaquant va lui aussi, va encore essayer d'élever ses privilèges. Donc, sous-entendu, va essayer de devenir administrateur de la machine pour accentuer ses méfaits et surtout accentuer sa surface d'attaque. Une fois qu'il est arrivé à obtenir les accès administrateurs de la machine, eh bien, il va rentrer dans une période d'apprentissage, si on veut bien, où il va étendre encore une fois encore plus sa surface d'attaque, apprendre vos mécanismes internes, qui communique avec qui par mail, qui fait quoi exactement dans l'entreprise, ce genre de choses. Donc, ce qu'on appelle la découverte. Il va ensuite faire des mouvements latéraux, passer d'une machine à une autre, pour là, encore une fois, aller chercher encore plus d'informations dans votre système d'information. Il va collecter toutes ces informations, créer un scénario d'attaque, extraire vos données, tout ça en heures, jours, semaines maximum, je dirais. Et ensuite, il va mener son attaque, vous envoyer un message, soit par le biais d'un message qui va s'afficher sur vos PC, soit par un mail ou tout autre moyen, et vous expliquer que vos données ont été exfiltrées, sont chiffrées sur vos équipements existants dans votre système d'information, et donc vous demandez une rançon. Vous l'aurez compris, le plus important dans cette attaque est tout simplement de réagir vite et de bloquer l'attaque dès le départ. Et donc, on peut imaginer que par une solution, et donc on va vous en parler, on va vous l'exposer, on bloque l'attaquant dès ses premières actions. On peut imaginer qu'il ait créé la connexion quand même du départ, mais dès qu'il va essayer de, par exemple, élever ses privilèges, on puisse le bloquer, ce genre de choses, ou alors quand il fait des mouvements latéraux, on le bloque là aussi, tout ce genre d'événements. J'en viens justement à un point qui me semble très important. Vous l'aurez vu et entendu dans les slides précédents. Soyez prêts. À l'heure actuelle, la question n'est plus vraiment est-ce que je serai un jour attaqué. Je pense fortement qu'à l'heure actuelle, il faut se positionner sur le fait de quand je vais me faire attaquer. Sous-entendu, préparez-vous à être attaqué. Malheureusement, j'ai envie de dire, puisque je ne vous le souhaite pas clairement. Et la deuxième chose, eh bien, quelle est la meilleure manière de se prémunir d'une attaque? Eh bien, c'est de se préparer, tout simplement. Donc, encore une fois, soyez prêts. C'est un message important que je souhaite vous passer. Et pour être prêt, si vous le voulez bien, on va vous présenter et vous proposer une solution face à cette menace. Cette solution tourne autour d'une technologie. On verra dans le détail qu'il y a aussi des experts qui permettent d'exploiter cette technologie et de la rendre encore plus, on va dire, efficace. Et puis cette technologie, c'est la détection et la réponse étendue, qui en anglais s'appelle la XDR, Extended Detection and Response. Pour ce fait, Nicolas va vous apporter une matière supplémentaire et vous permettre de l'appréhender plus facilement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une XDR? Donc, c'est bien ce Extended Detection and Response. C'est avant tout une technologie qui vient intégrer des informations, des éléments de votre système
informatique qui vient les manipuler, qui fait des corrélations et qui, sur la base de ces corrélations, va lever des alertes. Pourquoi on va l'utiliser? Parce que ça va apporter plus de précision, plus d'anticipation dans la qualification de la menace. Ça va aussi également permettre de préserver les équipes qui sont en supervision. Ça va permettre également d'adresser les sujets d'intégration et donc, in fine, les coopérationnels. Dans la vision du Gartner, on vient appeler une plateforme XDR une plateforme qui a une capacité de traiter, de manipuler plusieurs sources de données. On va parler de la protection des terminaux avec les EPP, EDR, la protection au niveau des détection réseau avec des inputs venant de firewall, de sondes réseau, d'éléments venant du cloud, que ce soit des CASB, des référentiels d'identité. Et au sein de la plateforme, il y a des fonctionnalités intrinsèques qu'on va retrouver. Tout d'abord, que c'est une plateforme qui est cloud, mais qui peut être aussi hybride, qui utilise un data lake, donc vraiment un entrepôt de données pour tout stocker au même endroit, avec des capacités de recherche, donc de threat intelligence, d'investigation, grâce à de l'orchestration, grâce à de l'automatisation, ce qui va permettre de l'analyse plus avancée pour faire de l'investigation, mais également de mettre en œuvre des workflows de réponse, de détection complètement embarqués dans cette plateforme. Donc, c'est pour cela qu'on est vraiment dans une logique globalisante, mais qui à la fois s'intègre dans le reste de votre système d'information en fonction des outils que vous avez, en fonction des technologies bureautiques, informatiques, production ou industrielles que vous pouvez avoir. Chez Tetris, comment on répond en fait à cette description du Gartner? Donc en s'appuyant sur la logique NIST que vous allez retrouver au travers des pôles identifier, protéger, détecter et répondre. C'est une vision sans couture du monde IT et OT, où on va contribuer avec la XDR de Tetris à connaître les risques de votre parc, où sont les assets à risque, quelles sont les menaces qui sont sous-jacentes, et donc de venir identifier la priorité dans le traitement, la priorité dans l'exploitation. La protection, dans cette vision de la plateforme, donc qui est opérée avec l'aide d'ERA, ça va être de durcir, de réduire cette surface d'attaque et surtout d'utiliser finalement le modèle de Purdue, qui est une segmentation intellectuelle d'un SI de l'entreprise dans le monde informatique, dans le monde industrielle, et qui, au travers de ces zones-là, de définir des stratégies de sécurisation, mais également des stratégies de détection, comme on verra après, en fonction de ces caractéristiques-là. Vous n'avez pas le même comportement, la même stratégie, que vous soyez connecté à Internet ou que vous soyez sur un système de production, sur des machines-outils. Donc tout cela, c'est ce qu'on va apporter au travers de la plateforme en utilisant le module EDR comme levier pour le réaliser. La détection va se vouloir cross-canaux, un peu comme si on parlait dans le retail, à la fois multisource, EDR, EPP, avec de l'enrichissement de la CTI, de l'automatisation de l'orchestration, et derrière, on va utiliser des moyens comme du machine learning et comme du deep learning pour effectuer de la qualification et du triage. Aujourd'hui, on est dans les rares acteurs à permettre de faire du triage sur la base de deep learning. On va surveiller non seulement les couches système, les couches réseau, mais également les couches applicatives, et on va définir des stratégies de détection, toujours selon le modèle de Purdue. Détecter, protéger, c'est très bien. Maintenant, il y a cette notion de répondre. Et la force de cette plateforme, c'est cette capacité démontrée avec nos clients de faire de la neutralisation de menaces en temps réel, sans intervention humaine, même sur des systèmes industriels comme bureautique, et de pouvoir, comme la menace a été stoppée, a été contenue, on va pouvoir lancer les équipes d'enquête, les équipes d'investigation pour retrouver la présence potentielle de marqueurs, faire de la reconstruction et permettre ainsi un redémarrage accéléré post-incident de l'entreprise.
j'aimerais vous amener un point supplémentaire qui me paraît pertinent entre l'antivirus et l'EDR. L'antivirus, c'est quelque chose que tout le monde connaît à l'heure actuelle, hein, je suppose, ou en tout cas j'espère fortement, et puis quelque chose qui fait partie de notre paysage du système d'information depuis des années, et voire nos systèmes même personnels sur lesquels on a dû installer aussi des antivirus à l'heure actuelle. Eh bien, l'antivirus est une brique de sécurité qu'il faut garder, qu'il faut maintenir. Pour autant, les menaces actuelles nous amènent à mettre un EDR, un Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire une protection supplémentaire qui se trouve sur les PC et les serveurs, voire si ensuite vous pouvez même étendre cette protection sur vos mobiles et vos systèmes type firewall et ce genre de choses si on vient y collecter des informations. Si l'on revient sur l'antivirus EDR, donc la différence entre les deux, un antivirus à l'heure actuelle peut être leurré. C'est-à-dire qu'une base, l'applicatif se repose sur une base de signatures. Ces signatures sont du code, c'est-à-dire qui est connu et qui est connu comme étant malicieux. Donc un virus, un malware qui est connu a un code, a une signature bien définie. Et cette base de signatures permet à l'antivirus de le bloquer et de l'éradiquer du système sur lequel il se trouve. Pourquoi est-ce qu'il peut être leurré? Bien, tout simplement parce qu'un attaquant connaît la faille d'un antivirus qui est de tout simplement modifier un tout petit peu, c'est très facile à faire, le code, et donc la signature change et n'est plus détectée par votre antivirus, ce qui est un problème en soi. Deuxième point, vu que tout est basé sur ces signatures, l'antivirus pourrait laisser passer ces attaques que je vous expliquais précédemment, les zero day, celles qui ne sont pas encore connues, puisqu'il faut le temps de la découverte, de créer et de partager cette base de signatures sur tous vos systèmes. La différence forte avec l'EDR par rapport à l'antivirus, c'est que là, on va aller plutôt inspecter les comportements sur les équipements, PC, serveur, encore une fois, qui seraient malicieux. Sous-entendu, un comportement malicieux, c'est peut-être, comme je vous l'expliquais dans la ligne le temps d'attaque, c'est peut-être tout simplement une personne qui est en train d'élever ses privilèges. C'est interdit dans l'entreprise, on le bloque. Ou alors tout simplement des mouvements latéraux. Un utilisateur qui essaye de se connecter sur plusieurs systèmes autour de lui, c'est litigieux, voire malicieux, on pourrait le bloquer. En tout cas, ce sera détecté, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, dans l'antivirus. De la même manière, un zero day, donc une exploitation d'une faille non connue à l'heure actuelle, serait détecté aussi par l'EDR, puisque des mouvements autour de cette faille permettraient, avec ces signaux, de remonter une alerte auprès des analystes. Je vous expliquerai un peu plus tard comment fonctionne ce service. Comment est-ce qu'en fait la technologie permet ensuite de détecter la menace. Si tu veux bien maintenant, justement, Nicolas, nous donner des cas concrets qui permettent de mettre en avant justement comment fonctionne, comment peut aider l'EDR en fait à protéger les sociétés. Ouais. Je souhaite vous donner et vous partager aujourd'hui 2 exemples de clients. Le premier exemple est un gros groupe international qui a choisi notre solution d'EDR, qui a commencé son déploiement. Et un matin, je crois que c'est un mardi matin, ce client nous appelle et nous dit: j'ai constaté cette nuit plus de 60 000 remédiations sur 4 heures de temps. Donc imaginez un parc, 62 000 remédiations, donc c'est un parc de plusieurs dizaines de milliers de terminaux, donc de postes de travail et de serveurs, et il n'avait pas terminé pour des raisons logistiques de déployer l'agent, et très clairement on a vu que toute la zone qui était protégée par l'EDR a bloqué, a bien fonctionné, puisqu'on a eu ces plus de 60 000 remédiations, ce qui serait totalement impossible pour des humains à suivre. Imaginez le nombre d'humains qu'il faudrait aligner sur une console pour cliquer on bloque, on bloque, on bloque. Donc ça a permis de sauver vraiment ce parc et de limiter finalement les dommages collatéraux uniquement au périmètre qui n'a pas été protégé. Bon, grâce à cela, comme le parc était majoritairement protégé,
l'attaquant a tout de suite été localisé et le déploiement, on va dire, en mode renforcé de l'agent a permis très très rapidement d'expulser ces gens-là directement hors du réseau et de s'assurer de la résistance et de la cohérence du dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que le vecteur qui a été utilisé a été une attaque de type supply chain, c'est-à-dire que le vecteur d'entrée a été un des sous-traitants qui n'était pas protégé, qui n'était pas équipé d'une technologie comme celle de Tetris, et c'est par là finalement que l'attaque est arrivée. Et une fois qu'ils sont arrivés sur cette zone protégée par le dispositif Tetris EDR XDR, la menace a été identifiée, elle a été bloquée et stoppée net dans sa propagation, ce qui fait que partout où c'était déployé, le client n'a pas perdu de machine dans son parc. Donc ça, c'était pour le premier rétex. On va pouvoir passer au deuxième rétex. Donc là, ça va peut-être rappeler quelques souvenirs. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, le Covid est arrivé et on a tous vécu cette expérience assez traumatisante du confinement. Et ce confinement, comment ça s'est matérialisé? Un collaborateur dans une filiale à l'étranger, donc à quelques fuseaux horaires de la DSI centrale, a installé un serveur pour permettre à ses collègues de travailler à distance. Il se trouve que moins de 8 minutes plus tard, comme ils étaient sous surveillance d'une certaine façon par des groupes, le serveur a été attaqué et il s'est retrouvé avec une charge d'un ransomware qu'on a détonné en laboratoire après coup, qui se propageait à plus de 500 postes par minute. Donc l'EDR l'a bloqué, donc dans une logique de défense en profondeur, on allait regarder comment ça a été bloqué. En l'occurrence, c'est le module d'intelligence artificielle qui l'a stoppé. Et donc la chaîne d'attaque entre le moment où l'attaquant s'est connecté et le début de latéralisation avec le chiffrement et le ransomware, ça a duré moins de 30 secondes. Ce qui est intéressant là sur ce deuxième exemple, c'est que le serveur qui avait été mis pour faire des rebonds n'avait pas l'EDR et ça a été le seul serveur qui a été perdu dans ce parc client, non déclaré, non suivi dans les processus d'intégration. Donc, l'une des leçons, c'est ne pas déployer à moitié, c'est vraiment déployer la solution sur l'ensemble de vos périmètres pour assurer la résilience, puisqu'en fait, c'est là où vous allez apporter potentiellement une zone d'ombre, que vous allez retarder la mise en œuvre de ces capacités de détection, de blocage, et surtout de venir sanctuariser vos machines. Voilà. J'ai envie de rajouter merci Tetris. L'intérêt maintenant justement est de vous proposer une solution pour les PME basée sur cette technologie Tetris. Pour ce faire, vous l'avez entendu lorsque je vous ai expliqué la différence entre un antivirus et l'EDR, et la XDR, qui est le système qui centralise l'ensemble des informations et de la remontée d'informations des systèmes. Il faut une expertise pour pouvoir évaluer, analyser les événements de cybersécurité. Et le service que l'on propose aujourd'hui est donc un SOC MDR externe. Donc, SOC, entendez par là un Security Operations Center, qui est une équipe qui gère toutes les opérations de cybersécurité. Et puis MDR, le Managed Detection and Response, qui est l'équipe qui détecte et qui gère toutes les menaces qui se produisent autour de vos systèmes. Et donc, notre service est une combinaison entre des experts cybersécurité et cette technologie de pointe qui est Tetris. Pour répondre quelque part à vos difficultés qui seraient, si vous le souhaitez, donc si vous souhaiteriez intégrer un SOC en interne, vous pourriez tomber devant des difficultés qui sont tout simplement trouver les ressources, qui est une difficulté forte à l'heure actuelle dans le marché suisse romand en tout cas, et je crois même mondial.
eh bien, là, nous pouvons vous mettre à disposition des ressources expertes en cybersécurité qui sont formées, qui ont les bonnes procédures dès la mise en place du service. Et donc, le temps de mise en œuvre, lui aussi, serait clairement réduit puisque, vous le verrez un peu plus tard, je vous démontrerai comment est-ce qu'on peut mettre en place ce service. Ça peut aller assez vite. Et puis, les coûts. Eh bien, vous n'avez pas autant de coûts que si vous deviez intégrer toutes ces ressources en interne et les technologies qui y sont associées. J'ajouterai un dernier point, les menaces évoluent et donc ces personnes comme les outils doivent évoluer avec le temps et le service forcément inclut toutes ces briques. Encore un point, à l'heure actuelle, les antivirus, les IPS, les antivirus et firewall, pardon, eh bien, ne suffisent plus s'ils sont, si je puis dire, un peu laissés dans un coin et juste managés de temps en temps. Là, on vient plus loin, on vient écouter tout ce qui se passe sur ces systèmes pour en faire une plus-value, pour en capter une plus-value et détecter les événements malicieux ou en tout cas litigieux. L'idée de ce service est de vous proposer une extension de vos capacités de cyberdéfense. Donc, vos équipes internes peuvent reposer sur des équipes d'Airapproach et celles de Tetris pour faire en sorte que votre protection soit renforcée. Vous allez avoir, vous obtiendrez grâce à ce service une protection grâce à des experts et donc une expertise humaine, mais aussi une technologie, comme je vous l'ai dit. La protection est automatique, donc inclus dans la technologie, on peut bloquer les attaques dès qu'elles surviennent automatiquement. J'y viendrai un peu plus dans le détail par la suite. Il y a une amélioration continue. Nous vous proposons d'écouter, nous avons des experts qui écoutent les menaces dans le monde entier et font évoluer nos solutions pour vous proposer une protection adéquate. Donc, une expression d'une menace est intégrée automatiquement par un processus interne dans la technologie et donc la bloquerait si elle venait à apparaître dans votre système d'information, qui est donc la surveillance des menaces. Vous l'aurez compris, cette brique sécuritaire peut être ajoutée à vos équipes actuellement et je vous le redis et j'irai encore une fois un peu plus loin dans le détail après sur la capacité à aller vite sur ce déploiement et donc à répondre à votre protection. Justement, on en vient sur ce point. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ce service? Eh bien, dans un premier temps, il y a une phase de préparation. On se met d'accord sur le projet et son périmètre. Ensuite, on met en œuvre l'infrastructure qui devra soutenir le service, puisque vous l'avez entendu, il y a de la technologie, et donc tous les prérequis, les critères auxquels il faut répondre pour que l'ensemble du service convienne à ce que vous souhaitez et ce que vous attendez. Ensuite, nous passons à la phase pilote, donc installation des sondes et des agents sur votre environnement. Donc, nous allons avoir une phase d'écoute aussi. Après avoir installé toutes ces sondes, nous allons collecter les événements qui se produisent dans votre infrastructure et en déduire les bonnes règles qui protégeront votre système d'information contre les cyberattaques. Une fois que ces étapes sont validées avec vous, eh bien, nous passons au mode activation avec une période de support actif qui viendrait se prémunir d'un éventuel oubli pendant la phase pilote, être sûr qu'on puisse répondre très rapidement et vous débloquer dans votre production. Et ensuite, eh bien, cette activation vous prémunit des attaques en mode bloquant. Sous-entendu, la menace est connue, elle est bloquée dès son apparition. Et donc, on peut parler de remédiation automatique dans ce cas-là. Vous pouvez voir sur la partie basse les périodes de temps qui seraient associées à ces différentes phases. Donc, on peut partir du principe qu'il faudrait environ entre 5 à 8 semaines pour délivrer l'ensemble de la solution et qui serait effective. À savoir que vous seriez déjà protégé pendant la phase pilote puisque, comme je vous l'expliquais, on analyse déjà vos informations dès cette phase-là et donc on détecte les événements malicieux ou litigieux qui se produisent dans votre système d'information. Seulement, on n'est pas encore en mode bloquant. À savoir que c'est souvent à ce moment-là que chez nos clients, on découvre déjà des événements que l'on doit supprimer, si je puis dire, du système d'information.
Et rassurez-vous, hein, les temps qui sont donnés sont des temps en fait qui sont des retours d'expérience. Vraiment, c'est des temps constatés avec les équipes hein, de Samuel. Et l'autre élément, en le disant, c'est encore plus évident, c'est pas du temps plein chez vous. Hein. On n'a pas besoin des personnes de chez vous pendant 5 à 8 semaines à temps plein, de la même façon que aux équipes de Samuel. Donc c'est juste une échelle de temps. Et après, de par l'expérience que l'on a, qu'on apporte en commun avec les équipes Indera, on a cette façon qui est très structurée, industrialisée, dans la démarche où on va vous solliciter sur le juste nécessaire pour vous faire des retours, pour vous prodiguer des conseils sur la manière d'opérer la détection, la stratégie de réponse, mais également de venir influer sur votre posture de sécurité dans le cas du déploiement de ce service. Merci Nicolas, c'est tout à fait juste et pertinent d'amener ces éléments supplémentaires, hein, puisqu'effectivement, la mise en place du service a peu d'impact sur vos opérations et sur l'intégrité de vos systèmes d'information. Donc, effectivement, cette échelle de temps n'est qu'une échelle de temps du début jusqu'à la fin du projet, mais avec peu d'impact, encore une fois, sur vos équipes. Si l'on regarde le mode de fonctionnement du service, eh bien, vous voyez sur la gauche du slide eh bien, les équipements qui sont avec l'agent sonde Tetris, l'EDR, EPP, MTD pour la partie mobile, et puis qui sont donc protégés contre les événements, encore une fois, connus. À l'heure actuelle, Tetris peut mettre en avant un 100% de blocage des attaques connues, ce qui est un excellent taux de protection, et ceci en 24x7. Aussi important à noter puisque le système est efficace le jour comme la nuit et les week-ends, jours fériés et tout genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'action humaine pendant que cette protection vous protège. Les événements dans leur totalité sont remontés, comme vous pouvez le voir, vers la XDR, la console qui centralise l'ensemble de vos événements. Et puis, des analystes, des rapproches, analysent, qualifient l'événement en faux positif ou en élément litigieux, voire malicieux. Sous-entendu, ceci, du moment que l'événement est qualifié de litigieux ou malicieux, ça sous-entend qu'il faut mener des investigations ou des opérations supplémentaires. Pourquoi pas peut-être bloquer des connexions, mettre en quarantaine des équipements, tout ce genre de choses. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de vos équipes opérationnelles IT, internes ou chez un partenaire. Nous savons travailler dans les différents modes. Et de la même manière, on va aussi solliciter des personnes expertes en cybersécurité de nos équipes chez Rapproch pour aller un peu plus loin dans les investigations et les actions à mener. Vous, en tant que client, vous serez informé dès qu'un événement, un incident qualifié de critique ou haut sera fait et vous aurez un rapport qui sera associé. De la même manière, nous aurons une revue de service régulière suivant le contrat que nous pourrions passer ensemble. Et vos bénéfices de ce service, vous l'avez entendu plusieurs fois, je le martèle, eh bien, vous pouvez avoir accès à des experts en cybersécurité et donc étendre vos capacités en termes de cyberdéfense et étendre votre équipe. C'est-à-dire que vous avez vos équipes actuelles et vous pourriez rapidement ajouter une brique cyberdéfense à vos équipes. L'intégration, je la qualifie de facile, sous-entendu, elle peut aller vite, et vous l'avez entendu, l'impact opérationnel comme l'intégrité de votre système d'information est faible, donc c'est une intégration facile. Ensuite, vous avez une protection renforcée qui répond aux besoins des menaces actuelles avec une technologie avancée qui répond encore une fois aux menaces et qui vous permet tout simplement, eh bien, si je puis dire, de dormir sur vos 4 oreilles, sur vos 2 oreilles pour être à l'aise avec les cybermenaces. Et puis, des coûts contrôlés et moindres que si vous souhaitiez intégrer ces ressources et ces technologies directement dans votre système d'information et les gérer. À savoir que le bénéfice principal est de passer du mode réactif au mode proactif. Vous allez vous prémunir des cyberattaques et vous associer
à un mode de fonctionnement proactif plutôt que d'être dans un mode réactif et devoir réagir si l'attaque se produit. Et chose que je ne vous souhaite pas clairement, où là, vous allez avoir beaucoup d'actions et quelque part beaucoup de problématiques à gérer autour de l'attaque qui sera produite. Donc, le bénéfice est d'être proactif. Maintenant, si je vous donne un petit peu de détails autour des services SOC d'AirApproach, eh bien, c'est une expertise. C'est une vingtaine d'années d'expérience totalisée avec l'ensemble des personnes, mais certains qui ont ces 20 ans, d'autres plus juniors, et puis sur lesquels nous sommes un fournisseur de services en cybersécurité et en protection de la vie privée. Nos clients sont notre priorité, et c'est pour ça aussi que nous avons une proximité avec, comme je vous le disais, des bureaux à Genève, Lausanne et Neuchâtel. Et puis, notre SOC est équipé d'autres services que le service qu'on vient de voir aujourd'hui, le MDR, le Managed Detection and Response. Nous avons aussi la possibilité de mener des campagnes de phishing, faire de la sensibilisation. Nous avons des plateformes pour répondre à ces besoins, comme nous pouvons le faire aussi en présentiel. Nous avons aussi une gestion des vulnérabilités, du pen testing pour évaluer, en fait, nous sommes là aussi dans le mode proactif, hein, vous l'aurez entendu, vous l'aurez compris. Et puis du WAF, du Web Application Firewall, où en fait on vient mettre une brique de détection des menaces devant vos applications web, et du CSIRT, des équipes spécialisées en réponse à incidents. Donc comme je vous le disais juste précédemment, vous vivez une attaque, vous avez des problématiques de gestion de crise et d'éradication de cette attaque, nous pouvons vous aider pour ce point-là aussi. Et les services additionnels, je vous le disais en présentation de l'entreprise, nous pouvons aussi vous proposer des audits, du conseil, du coaching, de l'intégration de solutions et bien d'autres services. En guise de conclusion, les messages importants à retenir sur le service que l'on vous propose aujourd'hui. Eh bien, une protection adéquate face aux menaces. Ça, c'est important, c'est ce que l'on essaie et l'on souhaite vous amener aujourd'hui, donc avec ce service MDR, Managed Detection and Response. Ensuite, cette extension de vos équipes internes et donc de vos capacités de cyberdéfense. Cette brique vous permet de répondre aux menaces actuelles. La solution est facile à déployer, donc rapidité, peu d'impact opérationnel, pas d'impact sur l'intégrité de votre système d'information. Et puis, le message le plus important, c'est soyez prêts et équipés, donc passez du mode réactif au mode proactif. Soyez sur la préparation à une cyberattaque. Je rajouterai un dernier point sur l'AXDR, par le fait d'un élément qui a été amené par le Gartner, qui explique que justement, l'AXDR est un très bon moyen de répondre à la situation actuelle face aux menaces, par le fait aussi qu'il est facile, donc comme vous l'aurez compris et entendu dans tous les points que l'on a amenés aujourd'hui, eh bien qu'il répond très bien à une PME et pourrait vous protéger de manière adéquate. Nous sommes au bout de la présentation. Est-ce que nous avons des questions? Merci Samuel pour ça. Je vais prendre les premières questions techniques si tu veux bien. Donc on a une question autour des API par rapport à la plateforme. Donc la plateforme XDR dispose de plusieurs dizaines d'API qui permet de piloter effectivement la plateforme côté cloud, mais qui dans certains cas, sur des typologies d'architecture, comme je l'ai décrit précédemment, peut se trouver être également dans un mode hybride. Donc ces API sont à destination de nos partenaires, comme ERA, mais également de nos clients qui peuvent intégrer, utiliser les API justement pour venir croiser les données et interagir avec plus de facilité avec le reste du système d'information. Samuel, nous avons une question autour de la présence des équipes en Suisse. Oui, alors comme je l'expliquais, nous avons donc des équipes à Genève, Lausanne et Neuchâtel, et puis qui répondent. Alors à savoir que nous sommes régulés par la FINMA, si éventuellement la question concerne ce point-là,
nous avons l'obligation d'avoir des équipes en Suisse qui délivrent le service. Donc effectivement, Monsieur Prévost, le déploiement de l'EDR s'effectue sans besoin de redémarrer les machines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve bien évidemment dans les parcs où les enjeux de production sont très forts, mais plus particulièrement dans le monde industriel, où vous doutez que vous ne pouvez pas interrompre un système de production, peu importe le domaine d'activité, que ce soit de la métallurgie, du transport, pour une raison d'installation d'un logiciel ou de mise en sécurité d'un logiciel tel que l'EDR au niveau d'un parc. Concernant la question autour de la protection de la messagerie, donc oui, effectivement, les campagnes de ransomware arrivent bien évidemment dans plus de 90% des cas au travers de la messagerie. Donc on a deux manières d'adresser cette protection de la messagerie. Tout d'abord en venant sanctuariser le poste, et là on vous a parlé aujourd'hui EDR, XDR, mais on est capable via de l'intégration de venir récupérer au travers de la brique SIEM, donc de data analytique, les éléments de sécurité venant de passerelles de sécurité de messagerie, comme du Proofpoint, comme de l'Office 365, et donc de venir chaîner cet ensemble pour avoir non pas seulement à partir du moment où le binaire ou l'URL se retrouve présente physiquement à un clic de l'utilisateur, mais en venant le chercher complètement en amont avec des playbooks bidirectionnels qui peuvent être mis en œuvre. Dans le cadre, après, je prends la question suivante sur l'utilisation avec du Citrix ou du RDS. On a des clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de serveurs dans cette logique d'utilisation, et on utilise justement l'EDR comme moyen vraiment de protection, d'intégration de ces machines, en travaillant soit en mode ad hoc, soit en mode intégré directement dans ce qu'on va appeler les golden images, donc dans le master, et comme ça, on arrive directement à une machine qui est sécurisée et opérationnelle. Oui, j'ajouterais aussi un point sur la question sur les SYN clients, où après, ça dépend un petit peu de la stratégie qu'on veut mettre en place. Sous-entendu, si les SYN clients forcément accèdent à une VDI, eh bien, est-ce que l'on souhaite aussi sécuriser le SYN client? Ça, c'est au client en fait de choisir son niveau de protection, puisque les deux modes sont possibles, c'est-à-dire qu'on va sécuriser, comme vient de l'expliquer Nicolas, la partie VDI, le poste virtuel, et on peut aussi donc protéger le SYN client suivant l'OS qu'il embarque. Après, l'usage, je vois la question pour Azure Sentinel comme un SIEM, on pourrait parler de Splunk, on pourrait parler d'autres solutions. Au travers des jeux d'API, il est possible de récupérer depuis des environnements tiers, on peut parler aussi de QRadar et bien d'autres, on peut récupérer les alertes de sécurité de la plateforme XDR pour que ce soit ingéré dans un SIEM tiers. On est à la fois une plateforme complète avec les fonctionnalités qui sont décrites, mais également dans une capacité à être intégré. On s'interconnecte à travers les API, on s'interconnecte avec des SOAR parce qu'on sait qu'un certain nombre de clients, comme vous, peuvent utiliser des SOAR. On va parler de SOAR de type Demisto, de SOAR de type The Hive, si on parle du monde open source. Et c'est au travers de ces briques d'APIisation, ou voire même de syslog, qu'on va venir faire l'intégration dans un élément qui est plus large et qui se matérialise parfois, pas toujours, comme un SIEM. Bien. Je vois un point qui effectivement qu'un participant a précisé, que le déploiement de l'EDR effectivement se fait sans reboot. Donc à préciser, ça peut être intéressant effectivement. Pas d'autres questions? En tout cas, merci Samuel, merci Nicolas pour toutes ces informations. On vous laisse peut-être quelques instants pour noter vos dernières questions. Alors, je vois que des personnes sont en train de taper effectivement, de préparer des questions. En tout cas, oui.
Ah, il y a des remerciements. Des remerciements. Merci. Merci pour le feedback. C'est super agréable d'avoir des feedbacks comme ça en live. Oui, merci. Je vous précise au cas où que ce webinaire il a été enregistré et il vous sera envoyé par mail automatiquement dès la fin de ce webinaire. Donc, vous y aurez accès à cette présentation. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, quoi qu'il arrive, mais vous aurez accès donc à toutes ces informations dans votre mail. Parfait. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Mathilde et merci beaucoup à tous. Merci Samuel, merci Mathilde, merci à tous. Passez une très bonne journée, merci pour ces informations. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.